Donc j'espère que vous voyez bien le diaporama. Pas de souci. Et donc on va, comme Franck et M. Westbecker vous l'ont dit, on va vous restituer la 41e rencontre des agences d'urbanisme qui s'est déroulée à Brest en décembre, donc sur 3 demi-journées, avec un thème qui était « Imaginons nos futurs heureux ». Donc en fait, l'enjeu de faire de la prospective optimiste dans le contexte actuel où on a plutôt des événements négatifs. C'était un vrai parti pris de l'AFNO d'imaginer un futur plus heureux. C'est une journée, vous le voyez, c'est des ateliers. Alors, on ne va pas tout restituer, c'est trop long. On va se concentrer sur les 6 tables rondes et puis un atelier. Donc voilà les éléments qu'on va vous restituer en une vingtaine de minutes. Alors les 6 tables rondes, on vous les restituera à l'aide de synthèse graphique, vous allez voir ça. Et puis Sandrine vous restituera plus particulièrement l'atelier sur la santé que nous avons copiloté donc avec l'agence de Mulhouse, l'agence de Brest et l'AFNO. Donc on est parti, donc on va déjà vous restituer les propos de la plénière d'ouverture. Donc il y a eu 3 tables rondes. La toute première, en fait, c'était de réfléchir aux vulnérabilités qui avaient été révélées par la crise de la Covid-19. Donc, après le propos introductif du président de l'AFNO qui a remercié vraiment toutes les équipes des agences en parlant d'une équipe de France de l'urbanisme, on a très vite parlé de l'enjeu de ce thème, de représenter le futur, parce que si on voulait proposer un futur plus optimiste, il fallait avoir une représentation et que la représentation d'un futur plus optimiste participait déjà en fait à aider à changer le futur. Il a été aussi rappelé que le temps de l'action qui était évoqué dans cette rencontre, c'était une vingtaine d'années, qui n'était pas un temps si lointain, on était vraiment sur un temps de l'action parce que ça correspondait grosso modo à 3 mandats municipaux. Donc le cœur du sujet, ça a vraiment été les crises, mais notamment la crise sanitaire donc, qui frappait depuis 1 an maintenant, donc cette crise de la Covid-19, en se disant qu'elle avait eu de nombreuses conséquences plutôt négatives, plutôt difficiles à vivre. Donc la pandémie a été porteuse de nombreux imprévus, elle a été porteuse aussi d'inégalités, elle nous confronte à des séquences avec beaucoup d'incertitudes, avec des vagues suivies de confinement, reconfinement, couvre-feu, donc qui peuvent provoquer aussi une exaspération des citoyens. Mais que ces crises, en fait, pouvaient aussi avoir malgré tout un aspect positif, c'est qu'elles pouvaient aider à accélérer les transitions. Et donc derrière cela, en fait, il y avait peut-être des aspects positifs à saisir. Alors les imprévus, ils ont suscité de la réactivité sur le terrain. Les inégalités, elles ont suscité des solidarités, mais aussi de l'agilité des citoyens. On a eu aussi d'autres phénomènes, typiquement le développement du télétravail. Et puis, donc, ce contexte a aussi permis d'évoluer dans la manière d'aménager les territoires. Donc, ce qui a été évoqué comme les voies révélées de l'urbanisme. Donc, on a tous vu ou entendu, ne serait-ce qu'aux infos, ces coronapistes, les notions de ville du quart d'heure, d'urbanisme transitoire. Donc, voilà, autant d'éléments qui se développaient en réaction à cette crise. Avec un propos de M. Rotner, donc le président de la Fédération des agences d'urbanisme, également président de la région Grand Est, qui soulignait l'enjeu vraiment, avec cette pandémie, d'avoir un pacte social renouvelé. Il a vraiment insisté là-dessus, en se disant qu'aujourd'hui, ce contexte, c'était une opportunité pour ce nouveau pacte, et que c'était un vrai choix de société, de bâtir un nouveau pacte social ou non, mais que si ce n'était pas le cas, on irait probablement de fracture en fracture, des fractures territoriales, environnementales, de santé et de travail. Donc vraiment un choix de société à réaliser, avec aussi une nécessité de nouveaux indicateurs. Donc en revenant sur la question de l'urbanisme, il a été souligné que cette pandémie nous imposait de repenser la manière de faire de l'urbanisme, notamment par rapport aux exercices de planification, et qu'il fallait en fait passer d'une planification normative qui était beaucoup basée sur les fonctions à une planification plus inventive qui serait basée sur les usages. Et il a aussi été évoqué le fait que cette pandémie, que les réponses telles que le télétravail avaient permis de développer de nouveaux attraits, des attraits renforcés pour de nouveaux territoires qui jusque-là pouvaient se sentir en marge. Et donc on avait en fait une forte disparité des impacts
de cette pandémie selon les territoires. Mais dans tous les cas, en fait, ça avait illustré la nécessité de résilience. C'est un mot vraiment à la mode et qu'on va réévoquer ce matin. Et que cette résilience, elle ne pouvait pas se concevoir seule, que les territoires, en fait, devaient nécessairement travailler ensemble pour justement s'adapter à ce contexte. Et donc, enfin, sur cette table ronde, une des conclusions, ça a été de dire qu'on avait peut-être un changement dans les valeurs. C'est vrai que depuis plusieurs décennies, depuis plus d'un siècle, la valeur phare, ça a été la valeur du progrès. Et peut-être qu'au regard des crises, et notamment de celle-là, peut-être qu'une valeur qui allait se substituer, c'était peut-être la recherche du bonheur. Donc voilà pour cette première table ronde. La suivante, en plénière d'ouverture, s'intéressait justement à ce que je vous ai dit, la notion de résilience, et notamment la question d'une relance résiliente. Donc derrière ce terme, voilà, assez évoqué en ce moment, il y a vraiment l'idée d'un après soutenable, et donc derrière la notion, voilà, d'une plus grande préservation de l'environnement, donc cet enjeu d'homme dans la nature. Et cette question, en fait, qui s'est posée, cette fameuse notion de monde d'après la crise, certes, il y a des changements, mais est-ce qu'ils sont aussi radicaux que ça? Et donc, le propos dans la table ronde, ça a été de dire que, eh bien, pas tant que ça. Si on prend le seul sujet de l'économie, on n'a pas eu un changement radical dans le sens où on n'est pas parti sur la décroissance, mais on est parti sur des investissements pour une relance verte. Donc, on voit que ce monde d'après, il s'adapte, mais que ce n'est pas forcément une révolution totale. On garde quand même certaines directions, mais on les adapte. Et donc, sur la relance verte, il a été aussi évoqué l'apport des citoyens. Donc, a été citée l'initiative nationale de convention citoyenne pour le climat. Donc, ce mot de résilience a vraiment été beaucoup mis en avant, beaucoup de questions. Et un aspect vraiment intéressant qui a été noté, c'est que la notion de résilience, qui est la notion en fait de s'adapter à une crise, ne devait pas nous dédouaner collectivement de nos responsabilités. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas se dire qu'il y a une crise, on va s'adapter, mais d'avoir conscience de nos responsabilités sur le fait de se dire il y a une crise, on en est peut-être responsable, et plutôt que de seulement chercher à s'adapter, peut-être qu'il faudrait aussi chercher à éviter de provoquer des crises. Donc c'était la notion derrière. Donc sur la résilience, il y a eu des débats sémantiques sur le terme d'adaptation, de transition, même si on était beaucoup autour de ces notions-là. Et donc la notion de résilience de territoire, donc les territoires qui s'adapteraient à ces crises, et donc qui impliquerait donc une bifurcation des modèles. Et on en revient donc à cette idée de changement de modèle, même si on avait une part de continuité. Un autre point très intéressant vraiment qui a été évoqué, c'est cette notion, cette idée de dire que la résilience des territoires ne doit surtout pas occulter la résilience des individus. C'est-à-dire qu'on peut être dans un territoire qui fait très bien face à une crise, qui est très bien résilient face à une crise, mais qui paradoxalement peut laisser de côté toute une partie des individus qui, eux, n'arriveraient pas à surmonter cette crise. Donc vraiment l'enjeu d'avoir une résilience des territoires, certes, mais de s'assurer aussi qu'il y ait une résilience d'un maximum d'individus, et donc l'une ne devait pas occulter l'autre. Et puis sur la bifurcation des modèles, donc il a été évoqué la question spécifique de l'urbanisme, en se disant que cette crise, cette relance, c'était aussi l'opportunité de construire autrement, donc ces notions de ville durable qu'on défend depuis un bon moment, mais que peut-être cette crise provoquait une forme d'alignement des planètes et que c'était peut-être vraiment l'opportunité d'y aller, on va dire, vraiment franco. Et dans cette bifurcation des modèles, un aspect qui a vraiment été mis en avant, c'est cette notion de prendre soin des autres, quelque chose qui est vraiment apparu sur le débat public depuis un an, peut-être avec un aspect qui avait été oublié, c'est qu'en fait, tous les citoyens, tous les habitants d'un territoire sont interdépendants. On a beaucoup déploré la culture de l'individualisme en laissant croire peut-être que les gens pouvaient aujourd'hui vivre seuls, qu'ils n'avaient pas besoin des autres. Et on voit qu'avec cette crise, on a besoin des médecins, on a besoin des infirmiers, on a besoin des chauffeurs-livreurs, on a besoin des magasiniers dans les supermarchés qui nous permettent d'acheter notre nourriture. Donc bref, on ne peut pas vivre seul. On a vraiment besoin tous les uns des autres et donc il faut prendre soin collectivement de tout le monde. Donc c'est la notion care, donc du mot anglais, une notion qui a vraiment été appropriée
même dans le champ politique ces dernières années dans le monde anglo-saxon. Et donc cette notion de prendre soin les uns des autres impliquait aussi de prendre soin de la planète, parce que prendre soin les uns des autres, c'est prendre soin de la santé. Et on a vu aussi avec cette crise que le besoin de nature avait vraiment été remis fortement en avant et qu'on avait vraiment une prise de conscience de ce besoin de nature et donc de préserver la nature qui était synonyme aussi de préserver la santé des citoyens. Et puis enfin, un dernier point, pour cette relance résiliente, de rappeler qu'il y avait cet enjeu démocratique et peut-être qu'il y avait deux modalités de démocratie à peut-être mieux articuler, qui étaient la démocratie représentative et la démocratie participative, à l'image donc de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, sur la troisième table ronde de cette plénière d'ouverture, s'est posée la question des imaginaires, la nécessité de proposer peut-être de nouvelles visions du futur. En effet, la crise de la Covid-19 nous laisse regarder un futur assez sombre. On est dans une ère qu'on appelle d'anthropocène, alors on reviendra sur ce terme, mais donc ce fameux monde d'après qui est vraiment porteur d'incertitudes, incertitudes sociales, économiques, environnementales, donc un futur qui s'annonce qui n'est pas très joyeux, on va dire. Mais on a vu, ces crises, c'est aussi l'occasion de redécouvertes plus positives. Donc l'enjeu peut-être de la lenteur, de la nature, redécouverte des autres. Et donc que dans ce futur, le bonheur est malgré tout possible. Dans ce monde d'après, il n'est pas forcément complètement noir, mais il peut aussi révéler des opportunités de bonheur. Et donc il était important en fait d'ouvrir de nouveaux imaginaires, donc des imaginaires plus positifs. Et donc, pour penser ces imaginaires qu'on proposerait aux citoyens, eh bien, il fallait les concevoir à plusieurs. Et donc, il y avait une vraie pluridisciplinarité qui était nécessaire et qu'il n'y avait pas une seule catégorie d'experts qui pouvaient bâtir, imaginer et proposer ce futur. Donc, on a parlé déjà de la question de la planification qui devait être repensée, mais on a aussi parlé, par exemple, des artistes. Comment intégrer les artistes dans l'imagination de ces futurs heureux? Aujourd'hui, des fois, on associe des artistes à nos projets de territoire, à nos projets de ville, mais ils sont peut-être associés uniquement à la fin des projets. Et là, l'enjeu, en fait, c'était de les associer beaucoup plus tôt. Alors, on a eu des exemples, et pourquoi pas aussi, par exemple, associer l'humour, des fois, dans un contexte très sombre. Voilà, avoir des humoristes qui peuvent intégrer cette conception d'un futur plus heureux. Alors l'humour, mais sérieux quand même. Alors dans l'urbanisme, on a un exemple, l'Agence nationale de psychologie urbaine, qui derrière des propos un peu décalés et qui font rire, passe de vrais messages. Et donc ça peut être aussi un moyen de proposer un imaginaire plus heureux. Avec un vrai enjeu de la représentation, et c'était vraiment la conclusion de cette table ronde, de se dire qu'il faut vraiment proposer, imaginer et représenter un futur heureux qu'on puisse proposer aux citoyens, et que si on ne se confronte pas à cet exercice, on aura un problème, c'est que le seul futur qu'on pourra proposer, ce sera un futur négatif. Donc cette notion de plus en plus d'effondrement, où de plus en plus de citoyens, d'habitants sont convaincus que le futur en fait va être désastreux. Et donc si on ne leur propose pas un futur alternatif, on sera enfermé dans cette vision plutôt négative de notre avenir. Donc voilà très rapidement synthétiser cette plénière d'ouverture, donc avec 3 tables rondes. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, on va vous proposer la restitution d'un des 10 ateliers qui était celui que l'AGUR a co-animé. Et donc je vais passer la parole à Sandrine. Oui, bonjour à tous. Donc Laurent, je vais te laisser passer mes slides. Non, je veux bien que tu reviennes sur la première pour que j'introduise. Alors, lors de ces 41e rencontres, il y a eu au total 12 ateliers qui ont été présentés en parallèle. Donc avec Laurent, on a eu la chance de participer à l'atelier numéro 1. Dont le titre est « Prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres ». Alors c'est vrai que ce titre, il faut le voir, on l'a réfléchi au moment où on commençait à dire qu'il était nécessaire de porter le masque dans l'espace public, etc. Et ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que dans la démarche, on disait que voilà, pour limiter la propagation du virus, il fallait finalement se protéger soi-même par le masque, mais en faisant ça, on protégeait aussi les autres.
Et en fait, on avait trouvé ça intéressant de se dire qu'on avait peut-être là un changement dans la façon de percevoir sa propre santé et comment ça pouvait avoir un impact finalement sur la santé aussi des gens. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur ce titre, qui peut aussi se lire dans l'autre sens d'ailleurs, en disant que prendre soin des autres, c'est aussi prendre soin de soi-même. Donc la thématique de cet atelier a été abordée à travers un exercice de prospective optimiste. L'idée, le sujet de ces rencontres, c'est bien imaginons des futurs heureux. Donc il a été piloté par l'AFNO, l'ADEPA, donc l'Agence d'urbanisme de Brest, bien sûr l'AGUR et l'Agence d'urbanisme de la région mulhousienne. Donc l'objectif de notre atelier, ça a été vraiment de se projeter dans une société de 2040 où tous les bons virages auraient été pris, aussi bien la transition écologique, la transition énergétique, l'inclusion sociale, etc. Donc c'est vrai que par rapport à ce que moi je vais pouvoir vous présenter, il faut se dire qu'on ne s'est pas forcément attardé sur ces concepts-là en se disant le virage a déjà été pris et que finalement on allait regarder d'autres aspects. Et donc l'idée spécifiquement dans notre atelier a été d'imaginer à quoi ressemblerait notre santé au quotidien dans des territoires de 2040 et surtout comment on serait parvenu à ce futur désirable. Laurent, je veux bien la slide suivante, s'il te plaît. Donc pour écrire ce récit, on a travaillé avec une dizaine de personnes issues de toute la France et expertes dans leurs domaines respectifs qui ont été invitées à travailler ensemble dans le cadre d'une méthodologie précise qui nous a été proposée par la Fédération des agences d'urbanisme. Donc, au-delà du résultat que je vais vous présenter, en fait, c'est même la méthodologie qui a été extrêmement intéressante et inspirante, car elle permet vraiment de donner un cadre à un groupe de travail et d'avancer dans une démarche prospective. Et c'est vrai que cette méthodologie, on pourrait tout à fait imaginer qu'on puisse l'utiliser dans le cadre de futurs travaux de l'agence pour nos territoires d'intervention. Alors, comment ça s'est déroulé? Donc, on a eu au total 4 webinaires qui ont été organisés avec le groupe d'experts dont je viens de vous parler, qui ont été organisés de juillet à décembre et qui ont permis de franchir différentes étapes. On est parti tout d'abord du sujet d'étude, à savoir des territoires à santé positive en 2040. Et on a présenté à nos experts 3 angles d'analyse sur lesquels ils ont dû faire des propositions. En l'occurrence, rester en bonne santé et se prémunir, se soigner et soigner les autres, et donner à chacun les moyens d'être en bonne santé. Donc, le résultat de leurs propositions nous a permis ensuite de définir des problématiques prospectives sur lesquelles nous les avons à nouveau interrogés sur comment, selon eux, cela pourrait se traduire en 2040 et si ça s'inscrivait bien dans une logique de soutenabilité et de résilience. La synthèse de leurs propositions nous a permis de définir des figures possibles pour lesquelles nos experts ont planché sur les facteurs favorables à ces différentes figures ou défavorables pour y parvenir, les leviers d'action envisageables et les acteurs clés qui devaient être mobilisés. Donc, grâce à toute cette matière, nous avons donc avec l'équipe de pilotage travaillé à proposer un récit à notre groupe d'experts, mettant en avant une trajectoire, des enjeux ou défis qu'il était nécessaire de relever et des leviers à actionner pour y parvenir. Donc, on voit bien toute la démarche qui a été suivie afin de d'écrire un récit de 2040, une société transformée pour le mieux-être, avec de nouvelles échelles de valeur, de nouveaux modes de vie et de nouveaux modes de faire. Donc, je vais vous présenter ces 6 enjeux et voilà. Donc, slide suivante, Laurent, merci. Alors, tout d'abord, quelle était la trajectoire qui a été retenue? Donc, là, il faut se mettre dans le contexte d'un récit qui a été écrit en 2040. Donc, nous sommes en 2040, une société qui a donc été transformée pour le mieux-être. Donc, si on revient un peu en arrière, santé et urbanisme a longtemps été liés. Donc, ils ont une histoire commune, mais les liens se sont délités au fil des décennies. Dans les années 2020, la France a pris un tournant sans précédent, à la fois en subissant la pandémie de Covid-19, mais également en s'engageant fortement dans des politiques de transition, zéro carbone, fin de l'artificialisation des sols. La santé est devenue l'aiguillon des politiques publiques. Considérée d'une part comme un bien commun à défendre et assurer pour tous les citoyens, mais aussi comme une merveilleuse opportunité de rendre notre cadre de vie et nos futurs plus heureux. Donc, entendu sur son acceptation large, la santé relève bien sûr du soin et de l'organisation du système de santé, mais également de l'environnement,
du bien-être physique et mental et de la solidarité entre tous. Donc un nouveau projet de société est alors pensé autour des territoires à santé positive. Bien sûr, pour atteindre cette cible, la société dans son ensemble a dû relever des défis et répondre à des enjeux. Donc en partant des constats de la situation en 2020, les objectifs ont donc été posés et les freins à lever pour atteindre cette réalité, celle de 2040. Donc les enjeux que nous avons relevés sont au nombre de 6. Donc je vais comme vous les avez à l'écran, et je vais les reprendre un par un pour vous détailler le contenu de chacun. Hop. Laurent, merci. Alors, tout d'abord, 2040, une société transformée pour le mieux-être. Non, c'est pas ça. Pardon. Le premier, renforcement des prises de conscience écologiques, sanitaires et sociales dans tous les pans de la société. Premier levier des transformations. Donc, en 2020, on a eu des inondations exceptionnelles, des incendies, des canicules, des pollutions atmosphériques qui étaient les premiers signes visibles d'un environnement dégradé. Et puis ensuite, on a eu la pandémie mondiale qui est venue bouleverser nos quotidiens. Donc après la prise de conscience écologique, sanitaire et sociale, qui a été accélérée par la crise de la Covid, les politiques publiques ont dû s'accorder pour réduire les fractures entre territoires. Les collectivités ont dû travailler sur leur résilience tant face aux enjeux climatiques et environnementaux que face à la crise sanitaire. En 2040, santé et environnement sont étroitement liés. Mieux informés, les citoyens peuvent anticiper et prendre leurs dispositions lors des épisodes de nuisances diverses. Les allergènes, les pics de chaleur, les enjeux de pollution de l'eau, pollution de l'air. D'ailleurs, ces événements sont moins fréquents grâce au développement, entre autres, de la mobilité active, qui a permis de réduire les émissions de polluantes, mais également grâce au changement de modèle économique qui s'est orienté vers le mieux consommer, qui a également contribué à améliorer la situation. Donc, le citoyen est pris en compte dans sa globalité, à la fois physique, émotionnelle et mentale. Santé et environnement sont maintenant étroitement liés. Le numéro 2, Laurent, s'il te plaît. Donc, en 2020, les villes commençaient à se reverdir. Les villages luttaient pour préserver leur cadre naturel. En 2040, un village, une petite ville ou un quartier sont considérés comme des îlots de vie. Chacun a ses particularités, mais fonctionnent ensemble, s'apportant mutuellement divers services. Que ce soit en milieu rural ou en ville, la biodiversité est plus présente et mieux prise en compte, avec notamment la création de parcs, de squares, de prairies sauvages ou bien de potagers pour tous les citoyens. Ces espaces apportent des lieux de rencontre, de pratiques d'activités physiques ou ludiques, de l'ombrage, de la fraîcheur, mais aussi l'accès à une alimentation saine et de proximité grâce par exemple à des vergers urbains qui seraient accessibles à tous. Donc favoriser la biodiversité permet aussi d'agir sur la santé au travers des services écosystémiques qui sont reconnus, notamment par rapport à leur rôle sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air, mais également par rapport à l'enjeu sur la santé psychique. Tous les métiers de l'aménagement, urbanisme, architectes, paysagistes, concepteurs, écologues, mais aussi tous les professionnels de santé sont investis pour créer des bâtiments, des espaces publics, tant en milieu rural qu'en milieu urbain, qui répondent à de nouvelles normes environnementales et sanitaires. Ainsi, si auparavant on imposait un minimum de places de stationnement, en 2040, ce sont les arbres qu'on impose dans les projets. Slide suivante, Laurent. Une meilleure éducation à la santé des citoyens et une formation plus ouverte des professionnels. En 2020, l'intérêt du citoyen pour la santé a été renforcé, notamment par la crise sanitaire. En 2040, ce qui apparaît fondamental, c'est le droit à l'information sur la santé, sur l'alimentation et l'environnement. C'est une information qui est généralisée. Des cours sont dispensés aux jeunes à l'école sur ces sujets. Les cours d'éducation physique s'orientent plus vers le bénéfice sur la santé et moins sur la compétition. Les citoyens disposent d'une information précise sur la composition et la provenance des produits alimentaires, mais également l'entreprise qui s'est saisie de la question en intégrant dans ses pratiques tout ce qui peut contribuer au bien-être au travail. Elle forme également ses collaborateurs à réinterroger leurs pratiques de management. En 2040, les disciplines médicales dites non conventionnelles sont enseignées à l'université. Ces soins sont pris en charge dans un système de santé global et cette articulation entre médecine conventionnelle et médecine douce est bénéfique pour les patients qui disposent d'une gamme de soins plus étendue et plus globale.
Slide suivante. Merci. Donc en 2020, la e-santé était peu présente. Mais le développement du numérique et l'accès au haut niveau de connexion sur l'ensemble du territoire, associé également à la crise du Covid, a accéléré les choses. Donc en 2040, toutes les structures de soins sont équipées et de nouvelles avec comment dire, excusez-moi, des équipements numériques et également de nouveaux outils qui vont au-delà de la téléconsultation et qui viennent en complémentarité des consultations en présentiel. Donc ça favorise les échanges entre professionnels, mais également améliore les prédiagnostics avec différents outils qui sont développés pour aider les praticiens. On a également le développement des services individuels de e-santé qui accompagnent chacun dans son parcours de soins. Parallèlement à tout ça, on a des politiques d'inclusion et de lutte contre les addictions numériques qui sont réalisées dans un cadre qui est un large plan pour un digital raisonné et responsable, qui permet de faire des technologies numériques vraiment un atout pour le bien-être de chacun. Slide suivante. Merci. Donc la crise de 2020 a permis de mettre en lumière le manque de coordination entre les acteurs autour des questions de santé et l'importance d'avoir des réponses adaptées au territoire, intégrant également le rôle du citoyen au service des autres. Ainsi, l'enjeu d'une implication étroite du plus grand nombre dans les politiques sanitaires et une plus grande ouverture aux initiatives citoyennes a été relevé. Il est passé par une meilleure coopération entre les politiques, entre les élus locaux et les professionnels de santé, qui a permis d'instaurer des conseils territoriaux de santé, ainsi que des conseils citoyens de santé, où chacun peut apporter son expérience. Ces échanges sont favorisés par la création également d'un statut de citoyen participant, donc qui permet à chacun de dégager du temps pour participer à des échanges dans le cadre du bien commun. La reconnaissance également des aidants avec un statut officiel permet à chacun de faire ce choix en toute sérénité et également a permis de permettre une meilleure prise en charge des personnes les plus fragiles. On peut penser aux enfants, aux personnes malades, aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, entre autres. Le dernier enjeu, dans la continuité du précédent, a également pu être relevé sur un temps relativement court, ce qui n'était pas forcément gagné. Donc, dans ce système complexe qu'était l'organisation du soin au sein de notre pays dans les années 2000, ce sont les territoires, ceux des intercommunalités notamment, qui ont impulsé les changements de pratiques afin de les adapter aux besoins des habitants, et ce sur un temps relativement court. Plus de rupture de soins ou d'accompagnement dans la prise en charge des patients, des bilans de santé accessibles gratuitement et sans rendez-vous. Toute l'organisation entre médecine de ville et hôpital a été repensée, mais aussi en termes de maillage entre urbain et rural et en termes de rémunération des professionnels. Cette nouvelle organisation a permis le déploiement d'innovations dans les pratiques, comme je l'évoquais tout à l'heure, la télémédecine accompagnée, le diagnostic assisté, mais aussi la reconnaissance des médecines alternatives en accompagnement des médecines conventionnelles. Donc aujourd'hui, en 2040, l'individu se retrouve au cœur de la santé. Tous les temps de sa vie sont considérés et chacun peut trouver le mode de soin ou de prévention qui le correspond. Et enfin, dernière slide. Donc après vous avoir présenté de façon formelle ces 6 défis, alors je pense que ce n'est pas encore en ligne, mais dans quelques jours, je vous invite à consulter le site internet de l'agence où vous pourrez y trouver un petit film de 3 minutes qui a été réalisé pour cet atelier, donc filmé en 2040. Et qui vous permettra d'avoir une approche un petit peu plus sensible, un peu plus concrète de à quoi pourrait ressembler notre vie et notre santé en 2040 si tout ce que je vous ai présenté pouvait être mis en place. Également un récit écrit que nous avons réalisé, un petit 6 pages qui sera également disponible sur notre site internet et que vous pourrez retrouver tous ces éléments rédigés. Voilà pour cet atelier. Merci beaucoup Sandrine. Donc vous l'avez compris, Sandrine vous a restitué le premier atelier de cette 41e rencontre qui était dédiée à la santé en 2040. On ne peut pas vous restituer tous les ateliers, il y en a une douzaine. Par contre, l'ensemble de ces ateliers ont enrichi la plénière de clôture et donc c'est ce qu'on va vous présenter pour finir.
Donc une plénière de clôture avec là encore 3 tables rondes. La première, c'était vraiment centré sur les défis politiques pour ce monde d'après, ce monde de l'Anthropocène. Alors je vous l'avais promis, on va essayer d'avoir une définition de ce terme d'Anthropocène. L'Anthropocène, en fait, pour les chercheurs, c'est un moment de notre histoire, un moment de l'histoire de l'humanité et même de la Terre. En fait, on a une prise de conscience que l'activité humaine a des impacts sur le monde vivant et même le monde géologique, et que ces impacts peuvent même conduire à une crise de l'habitabilité, c'est-à-dire peuvent même poser en question la capacité encore d'habiter notre planète. Avec un aspect important qui a été souligné, c'est qu'on entend souvent dire qu'il faut sauver la planète, mais qu'en fait la planète n'a pas du tout besoin de nous pour être sauvée. La planète sera toujours là pendant des milliards d'années, une partie du monde vivant aussi qui s'adaptera. Donc la planète n'a pas besoin de l'humanité, par contre l'humanité a besoin de la planète. Alors on a des discours, on va dire, optimistes qui nous disent que ces crises, c'est l'opportunité de se renouveler, mais il y a aussi une inquiétude de dire qu'il n'y a pas de solution toute faite. On n'a pas encore trouvé le manuel qui s'intitulerait face à une crise écologique et sanitaire, 10 actions à mettre en place pour nous sauver. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment inventer, donc c'est complexe. Mais comme on l'a déjà dit plusieurs fois, ces difficultés, c'est aussi une source d'opportunité, une source de se repenser. Donc que ce soit une planification plus écologique, une gouvernance plus ouverte, peut-être d'un point de vue économique, avoir une révolution de la valeur, de nos valeurs, avoir une plus grande place de l'éducation et puis aussi avoir une plus grande participation des habitants. Et on sait que ce sera en fait incontournable pour avoir une acceptabilité des futurs que l'on va proposer aux citoyens. Alors il y a un vrai enjeu de temporalité de l'action dans tout cela, c'est-à-dire qu'il faut vraiment synchroniser nos actions dans le temps, mais il faut aussi les synchroniser dans l'espace. Donc c'est le terme de synchorisation. Et donc, c'est-à-dire articuler les échelles, articuler les actions à différents niveaux géographiques. Et donc, on y reviendra aussi. Alors, avec une difficulté pour les élus, c'est que les élus, quand ils mettent en place une action, ils veulent savoir quel va être le résultat, quand il va avoir lieu, et qu'on est dans un monde tellement complexe que des fois, on ne peut que dire qu'une action qui est mise en place aura des résultats plus tard, et peut-être même ailleurs. Si on fait quelque chose de bénéfique pour l'environnement aujourd'hui, peut-être que ça se verra ailleurs. Donc ça complexifie l'action pour les élus, pour les techniciens, ça complexifie nos cadres d'action, et donc c'est pour ça qu'il faut en fait associer de nouveaux acteurs, être encore plus dans l'interdisciplinarité. Donc c'est quelque chose notamment qu'on évoque beaucoup dans l'actualité ces temps-ci. Par exemple, c'est de réintégrer plus les scientifiques qui doivent revenir en société, mais aussi, comme je l'ai déjà évoqué, par exemple, collaborer avec les artistes. Toujours avec cette idée d'avoir une éco-planification qui, en fait, aiderait à planifier cette résilience. Donc, sur la deuxième table ronde de la plénière de clôture, on est revenu sur l'idée du début de mandat, puisque beaucoup de nouveaux élus sont entrés en fonction il y a moins d'1 an, et donc sur l'action politique, justement pour préparer l'avenir. Donc cette table ronde a démarré par cette petite fable que vous connaissez sûrement, l'histoire du colibri. Donc je vous la rappelle si vous ne la connaissez pas. C'est une forêt qui brûle, tous les animaux s'enfuient et ils croisent un petit colibri qui porte une goutte d'eau dans son bec qui va en direction de l'incendie. Et les animaux disent au colibri « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu crois vraiment que tu vas éteindre l'incendie tout seul avec ta petite goutte d'eau ?» Et le colibri répond « Non, mais moi je fais ma part. » Donc c'est cette notion de dire que chacun doit faire sa part, et ça posait la question de se dire mais est-ce que c'est suffisant? À un point de vue individuel, oui, c'est important que chacun fasse sa part, mais c'est peut-être discutable quand on rentre au niveau des collectivités locales. Parce qu'en fait, une addition d'initiatives micro-locales, aussi vertueuses qu'elles soient, ne suffiront pas à faire une transition globale. Alors bien sûr, il faut nuancer, toutes les initiatives locales ont un intérêt, doivent être encouragées, notamment parce que ça donne des exemples, ça permet en fait d'innover, de monter d'un cran en qualité. Et c'est vrai que pendant la rencontre, a été cité par exemple l'exemple du plan paysage de la ville de Brest, qui avait été un support pour repenser l'environnement, le social. Donc on avait vraiment une exploration de futurs heureux. Donc autant d'initiatives qui ont un intérêt, mais en fait qu'il fallait aller beaucoup plus loin. Et un autre enjeu, en fait, c'était de dépasser la répartition des compétences institutionnelles. Parce qu'au regard des transitions à l'œuvre, de la complexité des choses,
aucun défi qui s'offre à nous ne rentre soit dans les compétences de la commune, soit dans les compétences de l'EPCI, soit dans celles du département, dans la région. Ça transcende en fait ces compétences institutionnelles. Et donc l'enjeu, c'était d'éviter peut-être de s'enfermer dans ces périmètres et puis aussi de ne pas être dans un localisme exacerbé. Alors même si évidemment les initiatives locales ont bien sûr un intérêt, elles servent de tremplin, mais l'enjeu, c'était vraiment de coordonner les initiatives et donc que ça passait par des projets de territoire où les territoires en fait se mettaient en relation les uns les autres. Et donc il fallait en fait oser sortir de ces compétences et que ça passait en fait par une organisation des voisinages. Il fallait vraiment encore plus s'entendre et que donc au cœur de tout cela, c'était vraiment l'enjeu des coopérations des territoires qui devaient guider cette action politique pour préparer l'avenir. Et cette coopération des territoires, qui est complexe, qui nécessite de l'ingénierie, devait passer par des expertises renouvelées, renforcées, des outils qui permettent justement de penser, de mettre en œuvre cette interterritorialité. Et donc, bien sûr, ont été citées les agences d'urbanisme. Alors, pas que, on avait un retour de la NCT, donc l'Agence nationale de cohésion des territoires, l'idée de créer des clubs d'ingénierie. Mais il était bien rappelé qu'en fait, les agences d'urbanisme avaient un rôle pour devenir vraiment les outils de cette interterritorialité. Et puis enfin, sur la dernière table ronde de cette plénière de clôture, la question de savoir quels acteurs mobiliser, avec quels leviers. Et avec cette idée de se dire, on est face à une crise difficile, et en fait, il ne faut pas gâcher cette crise, et il ne faut pas rester dans ces certitudes. Donc on a eu l'agence de Tours qui a eu un retour très enrichissant. Ils se sont posé la question de voir quels étaient les enseignements du tout premier confinement pour une agence d'urbanisme, donc dans la mission Résonance. Et en fait, il y avait 3 attitudes qui avaient changé. L'enjeu d'aller voir plus les acteurs sur le terrain, l'enjeu de se réancrer, de se reconnecter, et puis aussi l'enjeu de faire, de tester les choses, avec cette double initiative où, pour les agences d'urbanisme, c'est de mettre en système les acteurs, mais aussi de soi-même être acteur de la transformation. Donc on a une élue qui s'est exprimée, qui a évoqué énormément de choses très intéressantes. Par exemple, que les agences d'urbanisme devaient être plateformes de coopération territoriale, que être coopérant pour les territoires, c'était l'assurance pour l'avenir, et que les coopérations, c'était aussi s'autoriser des tests et donc s'autoriser des essais-erreurs. Et donc là, on rentre dans la dernière partie de la table ronde. Et donc, c'est Monsieur Vergrit qui a tenu ce propos. Donc, je vais essayer d'être fidèle aux propos qu'il a tenus en disant que ce futur heureux ne passerait pas que par les élus, mais que l'enjeu, ce serait aussi de renforcer la démocratie et l'adhésion de la population. Donc, renforcer l'adhésion de tous les acteurs, par exemple des acteurs économiques dans un territoire, en créant des collectifs, mais donc aussi et surtout la population. Et donc, que ça passait par une démocratie locale renforcée, avec de l'éducation populaire, avec de la co-construction, et qu'en fait, un des enjeux pour l'avenir, c'était de ne pas être moralisateur, mais vraiment de porter un espoir, de proposer un futur heureux, qui était en fait tout le thème de cette rencontre. Et donc, derrière, M. Rotner, président de la Fédération, a conclu en disant que, évidemment, il n'y avait pas que les élus, qu'il fallait travailler avec les habitants, mais que la volonté sincère des élus était indispensable, et qu'en fait, s'il fallait retenir une chose de tout cela, c'est qu'il fallait oser, comme il a dit, il fallait oser, 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 il fallait sortir de ses frontières, et donc que les agences d'urbanisme avaient un vrai rôle d'impertinence, et qu'elles devaient être aussi agences de l'imagination et agences de la prospection. Donc voilà en résumé, donc on vous l'a dit, c'était extrêmement dense, c'était le défi de l'exercice, mais on a essayé de vous résumer